En 2022, des policiers ont interpellé un véhicule en piteux état qui avait été signalé. Pensant faire un simple contrôle de routine, ils ont dû faire face à quelque chose d'effroyable qu'aucun être humain ne devrait voir de ses propres yeux. Un enfant de 6 ans est retrouvé mort, assassiné dans le coffre de cette fameuse voiture. Mais alors, qui a tué ce petit garçon innocent? Pourquoi lui avoir pris la vie? Et comment s'est-il retrouvé dans ce coffre? Cette affaire, qui va toucher plus particulièrement les parents, montre à quel point l'aide sociale à l'enfance a échoué dans son rôle de protection. Malgré des dizaines de signalements, comme dans malheureusement de trop nombreux cas, un enfant a été confié à un monstre qu'il a utilisé comme une arme pour blesser ceux qu'il voulait toucher. Voici l'histoire de Ellie Hart. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Ellie Hart et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si le contenu de votre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Ellie Hart, un petit garçon de 6 ans. Le 20 mai 2022, les policiers de Mound, une petite ville de 9000 habitants dans le Minnesota, située à une petite quinzaine de kilomètres de Minneapolis, ont fait une arrestation plus que surprenante. En effet, les agents de police ont répondu à un appel d'un citoyen qui déclare avoir vu une voiture, une Chery Impala, qui était conduite avec un pneu manquant, ce qui signifiait donc que la personne roulait directement sur la jante, avec également une fenêtre arrière brisée. Évidemment, cette description est d'une part surprenante, mais aussi dangereuse autant pour l'automobiliste que les autres usagers de la route et peut également faire penser à un vol de voiture ou un délit du genre. Les policiers se rendent sur place, réussissent à trouver la voiture et à l'arrêter entre Shoreline Drive et Bartlett Boulevard, mais les agents de police sont bien loin de la réalité. Ils ne se doutent pas à un seul instant que la jante et la fenêtre brisée de cette voiture allaient être un délit minime comparé aux découvertes qu'ils allaient faire. Il est certain que dans cette petite ville tranquille où d'habitude rien ne se passe, avec un taux de criminalité très bas, ils n'ont rarement affaire à des histoires plus surprenantes qu'une femme conduisant une voiture sans pneus. Mais cette fois-ci, tout allait être différent. Selon l'affidavit, qui est une déclaration sous serment, qui est un écrit par lequel on déclare solennellement devant une personne autorisée par la loi que les faits qui y sont énoncés sont vrais, les policiers se sont approchés du véhicule et ont discuté avec la conductrice. La femme au volant de ce véhicule en piteux état est âgée de 28 ans, elle a de longs cheveux qui sont teints décolorés avec quelques nuances de blond, des racines apparentes avec une queue de cheval qui n'a pas été soigneusement faite. En fait, la femme ne semblait pas propre sur elle. Elle n'était pas sale non plus, mais clairement, elle n'a pas pris soin d'elle ce jour-là, ses cheveux sont totalement désordonnés, sa voiture est dans un état lamentable, et surtout la conductrice semble complètement stressée. Alors que les agents de police l'interrogent, ils l'inspectent de bas en haut, essaient de voir avec qui ils ont affaire, jettent un œil dans le véhicule, quand ils remarquent quelque chose d'étrange et surtout de très troublant. Sur la main de la jeune femme, il semble s'y trouver du sang. Et au-delà de cette mystérieuse tache, il remarque une douille de balles de fusil de chasse ainsi qu'un chargeur vide. Inquiets, ils sortent la femme du véhicule, font un examen préliminaire de celui-ci et voient un trou qui ressemble à un trou causé par une balle dans le siège arrière. C'est un petit peu la stupéfaction pour ces policiers, qui pour l'instant ne savent pas trop quoi penser de cette femme et de ce qu'ils sont en train de voir. Les policiers disent alors à Julissa Thaler qu'elle peut partir et rentrer chez elle si elle le souhaitait, une chose qu'elle s'est empressée de faire à l'instant même où les policiers l'ont autorisée à s'en aller. La voiture était considérée comme non roulante, les agents de police ont contacté une agence de remorquage qui était en route et ont décidé de fouiller tout le véhicule avant que la dépanneuse n'arrive. Considérant qu'avec ce qu'ils ont cru voir dans le véhicule auparavant, ils avaient toutes les raisons du monde pour faire une inspection plus en profondeur, et ils ont eu raison sur ce coup-là. Lorsque les hommes ont ouvert le coffre, ils sont tombés nez à nez avec le corps d'un jeune garçon qui avait été abattu par balle à plusieurs reprises. L'enfant avait été enveloppé dans une couverture de couleur grise, posée à côté d'un fusil de chasse. Choqués par cette découverte, les policiers font directement face à un autre problème. Ils ont laissé la femme au volant de ce véhicule rentrer chez elle.
et potentiellement s'enfuir avec tout ce qu'elle savait de ce crime. Sans attendre, les agents de police se sont immédiatement rendus à l'appartement de Julissa Thaler en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard, qu'elle ne s'était pas déjà enfuie. Pourtant, malgré leur espoir et leurs prières silencieuses, une fois au domicile de la jeune femme, bien sûr, elle n'était pas là. Évidemment, une chance comme celle-ci de s'enfuir des mains des policiers, il aurait fallu être bête pour ne pas la saisir. Sur place, la machine à laver était en marche, alors dans une tentative d'en savoir un petit peu plus sur cette femme et l'enfant retrouvé mort dans le véhicule, ils arrêtent la machine à laver, sortent le linge et remarquent que ce sont, étrangement, les mêmes vêtements que ceux que Julissa portait lors de son arrestation. Bon, c'est un peu la panique pour les policiers qui se disent qu'ils ont potentiellement laissé s'enfuir une femme liée à une affaire de meurtre d'enfant, alors ils préviennent leurs collègues qui patrouillent dans les alentours et par chance, c'est à pied qu'ils retrouvent la conductrice et qu'ils ont pu procéder à son arrestation la deuxième fois de la journée. Un agent lui passe les menottes, remarquant que la femme semble avoir du sang, mais aussi de la matière cérébrale dans les cheveux. Ça ne laisse clairement rien présager de bon. Des témoins se sont ensuite manifestés au sujet de la conduite de Julissa, et une personne l'avait repérée dans une station-service peu de temps avant qu'elle ne soit arrêtée la première fois, et a déclaré aux agents que la femme s'était arrêtée près des bennes à ordures. Il ne savait pas ce qu'elle faisait là-bas, mais explique qu'elle a ressenti une drôle de sensation. Son sang s'était glacé et avait trouvé le comportement de cette femme vraiment très étrange. Les policiers, ni une ni deux, se sont rendus à cette benne à ordures, ont fouillé l'intérieur et ont trouvé l'impensable. Un sac à dos, des ossements, beaucoup de sang et de la matière cérébrale. C'est un enfer, l'odeur est atroce, on est en plein mois de mai, en 2022, il fait chaud, et les policiers sont choqués de cette découverte. À la base, je vous le rappelle, c'était un simple contrôle routier d'une femme conduisant simplement un véhicule en piteux état, rien de très grave, d'assez commun, et pourtant, ils font un présent face à une affaire de meurtre. L'affaire est très vite prise au sérieux, ils se mettent tous au travail à la recherche d'indices, de preuves, et remarquent que des dommages ont été causés sur la route par la jante de la voiture, ce qui a permis à la police de suivre les marques et de voir le chemin parcouru par la conductrice, devenue pour le moment la suspecte numéro 1 dans ce crime. Et en chemin, l'horreur ne s'arrête pas là malheureusement. Les policiers ont découvert des morceaux du corps d'un jeune garçon, visiblement jetés comme de banales ordures, avec du sang et encore une fois des matières cérébrales qui avaient été un petit peu éparpillées le long de la route. Dans une benne à ordures, ils ont trouvé un siège enfant complètement ensanglanté qui avait subi des dommages qui sont compatibles avec un coup de fusil de chasse. Une autre fouille du véhicule a révélé des quantités massives de sang et encore plus de matière cérébrale sur la banquette arrière. Littéralement, le cerveau de ce pauvre garçon avait éclaté un petit peu partout dans le véhicule, c'était vraiment horrible. Peu de temps après, la police a rencontré une amie de la jeune femme qui leur a confié que cette dernière avait dit vouloir apprendre à utiliser une arme à feu. Cette amie raconte qu'ils sont allés ensemble dans un centre de tir, mais pas que. Il est dit que Julissa avait acheté un fusil de chasse le 17 mars 2022 et que les 2 jours suivant cet achat, elle s'est rendue au centre de tir afin de s'entraîner. La jeune femme utilisait une couverture grise pour transporter son arme à feu entre son appartement et le stand de tir, la même couleur que la couverture qui a servi à envelopper le corps de l'enfant. L'enfant, qui a été tué de manière très violente, horrible et sadique, mérite une justice et les policiers veulent comprendre comment s'est déroulée cette scène épouvantable. Les enquêteurs ont réussi à déterminer que le jeune garçon avait été attaché dans son siège enfant face à son agresseur lorsqu'il a reçu 9 balles dans le torse et la tête, avant d'être finalement mis dans le coffre. À ce stade de l'enquête, on a une suspecte qui est en garde à vue, un corps, une scène de crime, mais 2 principales questions demeurent. Qui est cet enfant et pourquoi a-t-il été assassiné d'une manière aussi barbare ? Rapidement, des proches et membres de la famille de la suspecte, Julissa Thaler, ont identifié l'enfant comme étant un dénommé Eli Hart, un petit garçon âgé de 6 ans seulement. Mais Eli n'est pas qu'un simple enfant, c'est celui de Julissa, la femme qui transportait des morceaux de son corps dans son véhicule. Maintenant qu'ils ont l'identité du garçon, ils font comprendre pourquoi il a été assassiné. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, évidemment, Julissa est la première suspecte, mais c'est également la coupable. Ça ne sert à rien de faire durer le suspense, vous vous en doutez. Et maintenant, je vais tenter de vous faire comprendre au mieux ce qui l'a poussé à commettre ceci. Tory Hart, le père de Eli, était en conflit avec Julissa concernant la garde de l'enfant.
Ce conflit persistait depuis déjà 2 ans maintenant, avec un pauvre enfant innocent entre deux parents qui se déchirent. Ce conflit semble être une piste, alors les agents se sont un peu plus penchés sur Tori, dans le but d'obtenir des informations sur son ex-conjointe. Et pendant ce temps, Julissa Thaler est détenue pour un potentiel meurtre dans une prison, avec une caution de 2 millions de dollars. Bien sûr, la jeune femme n'avait pas les moyens de payer cette caution et n'a pu être libérée, et je doute que si un membre de sa famille endeuillé n'avait l'argent, que celui-ci l'aurait aidé après cette découverte. La nouvelle du petit garçon assassiné retrouvé dans le coffre de la voiture de sa mère a rapidement fait le tour de cette petite ville où tout le monde se connaît, d'autant que dès le lendemain, Josie Josephson, la fiancée de Tori, a fait une déclaration à la télévision concernant le meurtre de son beau-fils. Cette pauvre femme déclare qu'elle et Tori font de leur mieux, qu'ils sont en deuil et peinent à accuser le choc de cette terrible nouvelle. C'est difficile pour eux de se rendre à l'évidence que c'est fini, qu'ils ne reverront plus jamais le petit Ellie, ce garçon décrit par eux comme doux, gentil, qui avait un magnifique avenir qui l'attendait. Outre sa profonde tristesse, elle va également faire quelques révélations quant à leur relation avec la mère de Ellie Hart, qui n'était pas correcte avec son ex-conjoint, ce qui va complètement décrédibiliser Julissa auprès du public. En effet, cette femme refusait que Ellie puisse voir son père, qui pourtant est un homme accompli, qui a un travail, une vie de famille, une situation stable et qui aimait surtout par-dessus tout son enfant. Mais voilà, Julissa voulait son enfant pour elle toute seule, et probablement aussi pour embêter son ex, pour qui elle avait beaucoup de rancœur dû à leur précédente histoire d'amour. Josie continue ses déclarations, expliquant que Julissa avait perdu la garde de Ellie à 2 reprises, tout simplement parce que cette femme ne s'occupait pas bien de son enfant. Elle était complètement instable et avait perdu une première fois sa garde en 2020, conduisant l'enfant à être placé sous la garde du comté de Dakota durant 457 jours. Heureusement, pendant toute cette période, Tori et Josie travaillaient en étroite collaboration avec le comté de Dakota, qui leur a permis de s'impliquer dans la vie de l'enfant, d'avoir des visites, des moments ensemble, malgré que la situation soit très difficile. Tori et Josie n'aspiraient qu'à avoir la garde du petit, qu'il ait une vie stable, dans un foyer sain, mais les choses sont souvent très compliquées dans ce genre de cas. Ellie était sous la supervision de la protection de l'enfance, et j'imagine que donner la garde d'un enfant à un parent ne relève pas toujours du bon vouloir de chacun. Et très rapidement dans cette affaire, une nouvelle personne fait dans le même temps son apparition, et pas des moindres. Cette personne, c'est Nikita Kronberg, l'épouse du cousin de Julissa Thaler, et malgré ce petit lien qui les réunit, ces déclarations ne vont absolument pas aider la femme suspectée d'avoir froidement abattu son fils. Dans un premier temps, Nikita a mis en place une cagnotte GoFundMe pour que la famille puisse collecter des fonds pour organiser les funérailles de Ellie. Puis dans un second temps, elle a fait une déclaration écrite accablante contre la cousine de son mari. Elle explique alors la manière dont Julissa haïssait son ex, qu'elle était prête à tout pour que celui-ci n'ait ni la garde de l'enfant, ni de droit de visite, au point où Julissa avait déposé plusieurs fausses ordonnances de protection contre Tori, dans le but de l'empêcher de voir Ellie. La femme a fait plusieurs tentatives pour isoler son enfant, qui ont majoritairement échoué. La première fois, comme je vous l'ai dit, Ellie a été placé sous la garde du comté de Dakota. Il est rentré chez lui en 2021, mais ça a été extrêmement bref puisque très rapidement, il a été placé en famille d'accueil en janvier 2021 chez Nikita et son mari. Les dossiers judiciaires obtenus par Care 11 ont révélé que Julissa ne pouvait s'occuper de son enfant puisqu'elle avait été hospitalisée en raison de sa santé mentale qui se dégradait. En effet, la femme entendait des voix qui lui répétaient à longueur de journée de se suicider, accompagné de délires paranoïaques, bref, rien qui ne pouvait lui permettre de s'occuper d'un enfant. Et pour Ellie, eh bien c'est une chance que d'être chez Nikita. Il n'est plus aux côtés d'une mère instable qui égoïstement isole ce dernier, il est aimé et chéri dans cette nouvelle famille qui est saine et surtout stable. Et Nikita a alors déclaré ceci concernant les moments de vie passés aux côtés de Ellie Hart. Ellie a passé 11 mois à vivre chez moi à cette époque. Pendant ce temps, Ellie et Tori ont pu commencer une relation et leur lien a été puissant dès le début. Ellie est tombé amoureux de son père et a adoré passer du temps avec lui. Tori était ravie de rattraper toutes les années perdues et était ravie de commencer à enseigner à son fils à pêcher et à faire du vélo sans les roues arrière.
Elle a également ajouté qu'à la fin de l'année 2021, Ellie a dû être envoyée chez sa mère pour un procès à domicile. Josie Josephson a déclaré de son côté que durant cette période, que Jelissa Thaler vivait dans un complexe d'appartements de Spring Park. C'était plus loin que chez Nikita et pourtant, elle et Tori ont continué de rendre visite à Ellie un week-end sur 2 et tous les mardis. Ils n'ont jamais loupé une seule visite alors qu'ils avaient 2 heures de route aller, 2 heures de route retour pour passer seulement 2 heures en compagnie du garçon. Et alors que Tori faisait tout son possible pour donner un petit peu de bonheur à son fils, Julissa continuait de déposer des fausses ordonnances de protection contre lui et également contre Josie pour qu'il ne puisse obtenir la garde du petit. Nikita a déclaré à son tour que de nombreuses parties ont fait de nombreuses déclarations au service de protection de l'enfance, expliquant qu'ils craignaient tous que Julissa nuise à Ellie si la garde totale lui était rendue. Et pourtant, c'est incroyable, mais malgré plusieurs personnes qui ont fait plusieurs signalements, la garde totale de Ellie Hart a été rendue à Julissa Thaler le 10 mai 2022. Tori, son père, ne s'arrête cependant pas à ça. Son fils, il l'aime, il sait qu'il n'est pas dans un foyer sain et stable, il veut le protéger et être à ses côtés. Alors il n'a cessé de déposer des demandes de garde et avait une fois de plus déposé une demande à peine 6 jours avant le meurtre de son fils. Dans ce dossier, Tori a donné au juge un historique détaillé de la santé mentale de son ex pour lui prouver que la femme n'est clairement pas apte à s'occuper de cet enfant. Et Tori n'est pas seul à se battre, puisque plusieurs membres de la famille ont exprimé leur inquiétude et ont soulevé de nombreux signaux d'alarme montrant que Julissa pouvait nuire à Ellie, mais rien, absolument rien, n'a été fait pour le pauvre enfant. Évidemment, en apprenant le meurtre de son fils, sachant que Julissa est la suspecte numéro 1, je dis suspecte parce qu'elle n'est toujours pas déclarée coupable, mais on sait très bien que c'est elle qui a commis ce meurtre, et bien en août 2022, pour rappel le meurtre s'est passé en mai 2022, Tori a intenté une action en justice contre le personnel du comté de Dakota pour avoir omis d'empêcher le meurtre de son fils. Suite à cette action en justice, Tori demande plus de 75 000 $ en dommages-intérêts et a nommé des employés spécifiques qui ont joué un rôle majeur dans le retour d'Ellie aux côtés de sa mère instable et dangereuse. Ce procès est d'ailleurs toujours en attente de passer devant les tribunaux au moment où je vous parle. Selon les accusations, en février 2021, un travailleur social a regardé via une vidéo partagée que Julissa Thaler montrait des excréments de chat au garçon. Plus tard, la vidéo montrait Julissa essayant de cuisiner tout en saisissant le chat par le cou et en se murmurant des phrases à elle-même. Des comportements dérangeants qui montrent clairement que cette femme n'est pas saine d'esprit. Lorsque Tori a eu un appel FaceTime avec son fils le 27 décembre 2021, Ellie était dans les mêmes pyjamas qu'il avait portés le 23 décembre, racontant d'un air accablé et triste à son père que le Père Noël n'avait pas visité l'appartement de sa maman cette année-là. Toutes ces preuves, Tori les met une à une dans le dossier pour expliquer tout l'enfer qu'il a vécu lui et son enfant à cause de cette femme. Il explique tous les déboires qu'il y a eu avec les travailleurs sociaux, tout ce qu'ils ont fait et surtout tout ce qui n'a pas été fait. Dans un virage déconcertant de la tournure des événements, même les travailleurs sociaux qui ont rendu Ellie à sa mère avaient hissé des énormes drapeaux rouges à propos de Julissa, selon tous les rapports que l'on peut lire. Ils ont révélé que cette dernière avait des antécédents de maladies mentales graves, qu'elle avait cessé d'aller voir son thérapeute, qu'elle ne suivait pas de traitement, qu'elle avait constamment violé les bails de ses appartements, la rendant obligée de déménager régulièrement, créant alors une situation de logement complètement instable, ce qui n'est clairement pas bon pour d'une part elle-même et son enfant. Tori a également rapporté qu'en février 2022, Ellie arrivait régulièrement à l'école sans ses aides auditives qui lui sont pourtant nécessaires. Il a également dit à son professeur à plusieurs reprises qu'il n'avait pas beaucoup dormi, ce qui n'est pas normal pour un enfant de 6 ans. Et suite à tout ceci, qui visiblement n'était pas suffisant pour retirer la garde de l'enfant à sa mère, Julissa a reçu l'instruction de suivre un programme d'éducation parentale, mais n'a pas réussi à le faire car elle a manqué trop de cours. Les travailleurs sociaux ont également déclaré qu'elle n'avait pas signé de décharge pour donner aux travailleurs l'accès aux dossiers médicaux d'Ellie et ont également noté que Tori semblait être une force stabilisatrice dans la vie de l'enfant, tout en exprimant leur inquiétude face aux tentatives flagrantes de Julissa de saboter la relation entre le père et le fils. En plus de ça, les travailleurs sociaux qui ont également dû enquêter sur Tori, à cause de toutes les accusations de Julissa à son encontre, ont très vite réalisé qu'aucune de toutes ces accusations portées par son ex dans le dépôt des ordonnances de protection ne pouvait être vérifiée et donc avérée.
La femme a affirmé qu'il consommait de la drogue et qu'il avait été abusif, mais elle n'a pas pu produire de preuves d'hospitalisation qu'elle aurait subies en raison de l'abus présumé. Et coup fatal pour la jeune femme, puisque dans un précédent rapport de police obtenu par des travailleurs sociaux, il est révélé que Julissa avait admis que ces accusations contre Tori n'étaient pas vraies et probablement dues en raison de son propre diagnostic de santé mentale. À la suite des accusations de son ex, Tori a tout de même dû subir des tests de dépistage de drogue aléatoires et sans surprise, ils sont tous revenus négatifs. En voulant que l'affaire de garde soit portée devant les tribunaux, les travailleurs sociaux ont recommandé que le dossier soit fermé, chose que le juge a fait. Puisque, en effet, pour vous expliquer, en vertu de la loi de l'État du Minnesota, l'affaire de protection de l'enfance doit être clôturée pour que l'affaire de garde de l'enfant puisse être portée devant les tribunaux. Le dépôt de garde de Tori a été rendu inactif tant que l'affaire de protection restait ouverte, et lorsque ce dernier a exprimé ses inquiétudes au sujet de la coupure de la surveillance de Ellie alors qu'il était sous la garde de Julissa, eh bien personne n'a su le rassurer ou prendre en charge la situation. En fait, cet homme se retrouvait un petit peu au pied du mur en fermant le dossier. Ça allait certes faire avancer les choses d'un côté, peut-être, concernant la garde, mais ça signifiait surtout qu'aucun travailleur social ne veillerait sur Julissa et son fils pendant tout ce temps-là. Et on sait à quel point la justice peut être très longue. Et malheureusement, eh bien, c'est arrivé. Elle a été laissée sans surveillance, avec de graves maladies mentales, dépendante de la drogue et instable, avec un enfant de 6 ans qu'elle voulait isoler de tout le monde, surtout des personnes qui lui voulaient du bien. Nikita Kronberg a toujours soutenu Tori dans les préoccupations concernant le retour de Ellie chez Julissa. Elle a signalé elle aussi à plusieurs reprises les services sociaux, les juges, elle a essayé de faire tout son maximum pour faire comprendre que l'enfant était en danger chez Julissa, et c'est pour ça qu'elle s'était entre guillemets rapprochée d'elle, dans le but de garder un petit peu un œil sur l'enfant. George Thaler, le propre père de Julissa, a lui-même exprimé ses préoccupations au sujet de la sécurité d'Ellie avec sa fille lors d'une audience judiciaire de novembre 2021 concernant le litige de garde, déclarant alors ceci. « Je suis très inquiet pour Ellie. Je suis terrifié par Julissa. Elle a eu de nombreuses arrestations pour agression et comportements dangereux, a mis Ellie dans des situations très dangereuses, et je dis juste qu'il y a une très longue histoire. Il a de grands besoins, c'est un très bon enfant, et je ne pense pas qu'elle soit capable de lui donner ce dont il a besoin, et c'est tout. » Et malheureusement, encore une fois, toutes ces déclarations n'ont servi à rien. Et tout ce que je vous dis là, ce n'est qu'une partie infime de tout ce que l'on sait concernant les innombrables signalements qu'il y a eu lieu concernant Julissa et la garde de son enfant Ellie, et le fait que Ellie était en danger. Ce n'est qu'une partie infime, et pourtant à mes yeux, c'est déjà beaucoup trop. Je me demande pourquoi et à quel moment il y a eu un loupé dans cette affaire, comment ils ont pu laisser cet enfant à la garde de sa mère. Alors évidemment, l'enquête est extrêmement rapide, on a toutes les preuves, la suspecte, on commence à y voir beaucoup plus clair dans l'affaire. Les policiers comprennent très bien que c'est probablement une affaire de vengeance, ou peut-être une simple affaire de possession. La jeune femme voulait garder son enfant pour elle, mais en tout cas ce qui est certain c'est que cette femme se retrouve alors accusée du meurtre de son enfant. En attendant, elle attend en prison pour avoir son procès, et de son côté, Tori, Josie, Nikita et toutes les personnes qui étaient proches de l'enfant et qui ont tout fait de leur côté pour essayer de l'aider, montent un énorme dossier à charge avec l'accusation dans le but que cette femme finisse derrière les barreaux et qu'elle y reste pour le restant de ses jours. Et ils ont vraiment eu de la chance parce que le procès est très vite arrivé. Il a rapidement eu lieu, au point où malgré que l'affaire se soit déroulée l'année dernière, en 2022, eh bien je peux déjà vous donner la condamnation de cette femme. Lors de cette affaire, il y a eu beaucoup de procès. Des procès contre le comté de Dakota, contre Julissa Thaler, contre les... Bref, la partie juridique de cette affaire est extrêmement longue et compliquée parfois à comprendre. Tori, dont le procès est encore en cours, non pas pour le meurtre de son enfant, mais contre le comté de Dakota, a refusé de se lever. Il a déclaré que bien que Julissa ait appuyé sur la gâchette, le manque d'action du comté de Dakota a finalement fourni la cause immédiate de la mort de Ellie. Celui-ci a déclaré qu'il a répété à plusieurs reprises que son fils n'était pas en sécurité avec elle, demandant même parfois combien de dommages était-elle autorisée à infliger à la vie de son enfant. Tori avait d'ailleurs demandé au juge lors d'une audience de garde qui s'était déroulée en 2021 comment tout ceci pouvait se produire et qui s'occupait de protéger son enfant, puisqu'il n'avait pas le droit d'avoir la garde
de ce dernier, alors qu'il avait toutes les capacités pour s'occuper de son enfant. Il avait une situation stable, un travail, une maison, une femme. Bref, il avait tout pour s'occuper de son enfant, mais personne n'a voulu lui donner sa garde. Et au lieu de ça, on mettait autour de cet enfant des personnes, des travailleurs sociaux qui sont censés le protéger, et pourtant rien n'était fait. Alors l'homme était scandalisé, il ne comprenait pas pourquoi rien n'a été fait. Qui protège son enfant? Et malheureusement, personne n'a su répondre à cette question, et personne n'a su le protéger non plus. En même temps que Tori a intenté une action en justice contre les travailleurs sociaux du comté de Dakota, Julissa Thaler est restée incarcérée, en attendant les évaluations sur sa santé mentale, et a finalement été accusée de meurtre au 2e degré. Cependant, au début du mois de septembre de l'année 2022, elle a refusé de participer à toute évaluation des compétences mentales, évaluation qui aurait permis la suite des poursuites pénales. Donc peut-être a-t-elle fait ça dans le but de ralentir un maximum l'enquête, peut-être que c'était un conseil de ses propres avocats, dans le but de pouvoir tenter de se solidifier une défense. Je tiens également à préciser qu'une évaluation de la compétence mentale d'une personne ne signifie pas forcément que le défendeur tente de plaidoyer pour la folie. Cela signifie simplement qu'un psychologue doit déterminer si un défendeur comprend les procédures judiciaires qui sont en cours et qu'il peut consulter rationnellement son équipe de défense afin de participer à son procès. Après avoir pris un petit peu de retard à cause de son refus, lors d'une autre audience, le juge Lansen a finalement jugé Julissa compétente pour avoir un procès. L'accusé ne s'est pas adressé au tribunal à ce moment-là, mais son avocat de la défense, Brian Leary, a déclaré ceci. Alors que cette affaire avance, Madame Thaler espère qu'elle sera libérée de prison pour préparer sa défense et pleurer sa perte. En prison, dans une cage, son chagrin n'a pas d'endroit où aller. Quelques semaines plus tard, début octobre, Julissa s'est vue offrir un accord de plaidoyer de la part de l'accusation. Une peine de 40 ans de prison en échange de son plaidoyer coupable au meurtre au 2e degré de son fils. Cependant, l'offre n'a été valable que jusqu'à la fin du mois, après quoi elle serait retirée de la table si elle ne prend pas cette décision d'ici là. Sa défense a alors déposé une requête pour qu'elle soit libérée sans caution à la condition qu'elle respecte la surveillance électronique à domicile, affirmant qu'elle était une personne de bon caractère et de bon jugement qui n'avait pas d'antécédents criminels, tout en cherchant à faire en sorte que l'affaire soit complètement rejetée et à faire supprimer autant de preuves que possible pendant le procès. Toutefois, le juge a refusé cette demande et l'avocat de la défense a alors déclaré ceci. La défense est déçue par la décision de la Cour. Alors que la Cour croyait que Madame Thaler représentait un risque de fuite et un risque pour la sécurité publique, elle n'avait aucune condamnation ou n'avait pas d'antécédent de comparution devant un tribunal. Une date de procès est maintenant fixée et nous serons prêts à défendre cette affaire. La défense voulait à tout prix que leur cliente accepte l'accord de l'accusation. Ça aurait été une aubaine pour elle, bien que ça aurait été dommage pour Tori, puisque si Julissa refusait l'accord, les procureurs pourraient l'inculper de meurtre au 1er degré, ce qui porte sur une peine d'emprisonnement à perpétuité et non de 40 ans de prison. Ce qui signifie que la jeune femme pourrait potentiellement sortir de prison un jour si elle acceptait l'accord. Son procès devait commencer le 30 janvier 2023, le temps passe, et finalement, Julissa a pris la décision de rejeter l'accord. Et à ce moment-là, la partie de l'accusation est forcément ravie. Il se dit que si celle-ci est jugée coupable, alors elle risquait de passer le restant de ses jours derrière les barreaux, et c'est un soulagement pour ce père de famille qui a déjà suffisamment perdu de choses lors de cette affaire. Lorsque le mois de janvier est arrivé, Julissa Thaler a été jugée pour un nouvel acte d'accusation, un meurtre au 1er degré. Avant d'ouvrir les déclarations, le procureur adjoint du côté de Hennepin, Dan Allard, a rassuré le juge et les jurés potentiels que les photos graphiques de la scène du crime du cadavre d'Eli Hart ne seraient pas montrées au tribunal, car lui-même ne voulait pas les revoir tellement la scène était monstrueuse et insoutenable à voir. Je vous rappelle que le garçon s'est tout de même pris 9 balles dans le corps, 9 balles sur un tout petit corps d'un enfant de 6 ans, et qu'il y avait des éclaboussures de cerveau un petit peu partout dans la voiture, au point où il y en avait sur les cheveux de sa mère. Bref, la scène était immonde, et heureusement, ils n'ont pas voulu montrer celle-ci lors du procès. Il a tout de même ajouté que les photos qui seraient montrées étaient tout de même assez troublantes, mais que malheureusement, ils n'avaient pas le choix pour que les jurés puissent comprendre vraiment l'histoire et qu'ils puissent eux-mêmes juger le crime qui a été commis.
Les procureurs ont soutenu que le différend qui était amer entre les deux parents sur la garde a conduit Julissa Thaler à assassiner son propre fils, mais l'accusée a proclamé lors d'une audience le 30 janvier qu'elle n'aurait jamais fait une telle chose. Elle essaie tant bien que mal de se défendre, mais bon, les preuves d'ailleurs ne font que l'accabler. Les procureurs ont révélé l'historique de recherche Google de la jeune femme, qui comprenait des sujets tels que combien de litres de sang un enfant peut-il perdre, comment cacher un cadavre, bref, des recherches qui ne sont clairement pas anodines et qui dans ce genre d'affaires ne laissent aucun doute quant aux motivations de l'accusée. Ils ont également allégué qu'elle avait cherché des polices d'assurance pour son fils avant que celui-ci ne décède, parce que quitte à éliminer son enfant, eh bien autant gagner de l'argent, n'est-ce pas? Comme il s'agissait d'un procès pour meurtre au premier degré, chaque juré a été interrogé individuellement par l'accusation et la défense devant le juge du district du comté de Hennepin, Jay Quam. Au milieu de ces informations selon lesquelles elle n'avait pas tué Ellie, Julissa a demandé qu'elle soit autorisée à quitter la pièce lorsque les photos de son fils ont été montrées. Mais le procureur adjoint du comté de Hennepin, Dan Allard, a déclaré que l'accusée devait être présente à un moment aussi crucial du procès, ajoutant que les photos étaient aussi mauvaises que les actes qui ont été commis. Suite à quoi, le juge a complètement rejeté la demande de Julissa, qui a dû rester sur place, assumer jusqu'au bout ses actes, rester au procès et voir les photos immondes qui ont été projetées. Le Star Tribune, un magazine présent dans la salle d'audience, a rapporté que la jeune femme a secoué la tête et était assise les bras croisés lorsque le juge Quam a annoncé le refus de sa demande, déclarant qu'il n'avait aucun pouvoir d'excuser cette dernière. Le procès a alors débuté le vendredi 3 février 2023, au cours duquel la défense et les poursuites ont déposé leurs affaires devant le juge et le jury, et le père au cœur brisé s'est exprimé pour la première fois depuis la mort violente de son fils. L'accusation s'est ouverte par la description d'Ellie quand il était encore vivant, un enfant de maternelle amicale et bavard, qui aimait jouer avec les voitures et aller pêcher avec son père. L'émotion était à son comble dans cette salle d'audience. Une majorité pleurait en se rappelant les bons souvenirs de l'enfant. Britta Rapp, la procureure adjointe du comté de Hennepin, a promis au tribunal qu'elle présenterait des preuves prouvant que Julissa Thaler a mis fin à la vie de son propre fils, un petit garçon innocent et victime d'une mère instable. La preuve comprend une vidéosurveillance de la nuit avant la mort du garçon, montrant sa mère quitter l'appartement avec Ellie, et un gros objet enveloppé dans une couverture qu'elle a mis dans le coffre de sa voiture. Dans cette couverture se trouvait évidemment le fusil de chasse avec lequel Julissa allait tuer Ellie, et c'est ensuite elle-même enveloppée d'une couverture, la même couverture grise que la police a trouvée dans le coffre le lendemain, enveloppant cette fois-ci le corps sans vie du petit Ellie. La procureure a également révélé que l'accusation pouvait prouver à tout moment que l'accusé avait acheté ce fusil de chasse un mois avant le meurtre et aurait dit au vendeur qui lui a vendu les munitions qu'elle en voulait une qui ferait les plus grands trous. Elle voulait non seulement le tuer, mais voulait également le voir souffrir. Dans les jours qui ont précédé la mort du garçon, la procureure a déclaré qu'un témoin d'un magasin d'armes à feu avait vu Julissa acheter 40 cartouches pour fusil de chasse. Rajouté à ça, ses recherches Google ont été incluses dans la preuve, et l'accusation a souligné que la recherche de la quantité de sang qu'un enfant peut perdre et la recherche de police d'assurance pour son fils n'a fait que prouver que le meurtre d'Ellie était complètement prémédité par sa mère. Par conséquent, a affirmé Britta Rapp, Julissa Thaler devait être reconnue coupable de meurtre au premier degré. Quant à l'avocate de la défense, Rebecca Nuss, elle a simplement dit au tribunal que Julissa Thaler n'est pas coupable d'avoir assassiné son fils, et a promis de montrer que l'intention et la culpabilité ne peuvent pas être prouvées par les preuves à présenter, bien que cette dernière n'ait donné aucune explication alternative sur la façon dont Ellie a fini par mourir, bizarrement criblée de balles dans la voiture de sa mère qui transportait son corps. Comme vous le voyez, sa défense n'était clairement pas au point et sa cliente allait sûrement en payer le prix. L'avocate a cependant dit qu'il y avait des preuves que sa cliente planifiait une vie avec son fils, qui comprenait des voyages à Disney, et que si elle a acheté un fusil de chasse, c'était pour leur protection et non pour l'assassiner, déclarant dans un dernier espoir ceci. Il n'y a pas de témoins qui l'ont entendu parler de meurtre, pas de témoins qui l'ont vu appuyer sur la gâchette, parce qu'elle ne l'a pas fait. Les preuves ne montreront pas de préméditation ou d'intention. Ensuite, lors de ce procès, c'est au tour de Torrey Hart de prendre la parole, laissant sa voix être entendue pour la première fois depuis le meurtre, et l'homme a pris position, parlant d'une voix extrêmement calme. Il a raconté au jury comment et combien de fois il avait demandé la garde complète d'Ellie en 2022, alors que son ex, Julissa Thaler,
s'y opposaient avec véhémence, voulant garder leur fils pour elle toute seule. Tori a décrit son enfant comme étant un petit garçon populaire auprès des autres enfants de l'école primaire, où il était aimé de tout le monde. Il a également expliqué que Ellie était née avec un trouble génétique et qui a nécessité quelques chirurgies au cours de ses premiers mois de vie, puisque en effet un rapport a révélé que Ellie avait reçu un diagnostic du syndrome de Townes-Brocks. Le trouble génétique rare peut provoquer des anomalies dans les organes du corps, suite à quoi Ellie portait des appareils auditifs et avait quelques déformations mineures qui franchement ne le dérangeaient absolument pas. Cela ne changeait rien à sa vie, il était très heureux, adorable, adorait passer du temps avec son père qui a l'impression d'être mort intérieurement depuis la terrible perte de son fils. L'homme accuse évidemment son ex et les services sociaux de ne pas avoir agi lorsqu'il était encore possible, avant de finalement retourner à sa place, le regard complètement vide. Vint alors le tour de Robert Picarenian, l'ancien petit ami de Julissa, qui était son petit ami au moment du meurtre, de témoigner à son procès. La nuit du 19 mai 2022 est celle qui entra probablement l'ancien petit ami de l'accusé pour le reste de sa vie. Lors de son témoignage, le 7 février 2023, il a expliqué que lui et Julissa se sont revus en 2022 après s'être perdus de vue en ayant quitté le lycée. Ensemble, ils se voyaient notamment pour consommer de la drogue, chiller, passer du temps ensemble, et Robert a décrit la journée et la nuit fatidique qui a précédé le meurtre de l'enfant, de ce qui s'était réellement passé ce soir-là. Il avait rejoint la jeune femme quand elle est allée chercher son enfant à l'école, puis ils ont passé la soirée dans l'appartement de celle-ci. En racontant cette soirée, l'homme est devenu émotif en revenant sur la façon dont ils étaient heureux. Ils avaient de la pizza, joué avec des chatons et avaient prévu d'aller jouer à la Xbox, avant que finalement ça ne dégénère un petit peu, déclarant ceci. Nous avons commencé à jouer avec les chatons, mais Ellie devenait turbulent et sa mère n'aimait pas ça. Elle l'a frappé, puis Ellie l'a frappé en retour, alors ensemble ils se sont battus. Elle a donc mis le fusil de chasse dans la voiture et elle est revenue. J'étais allongé dans son lit, elle a attrapé Ellie et elle est descendue avec. Il a ensuite dit au tribunal qu'il s'était endormi et s'était réveillé à 8h ou 8h30 le lendemain matin, ne s'imaginant pas, à un seul instant, ce qui avait pu se passer la veille, demandant même à Julissa où elle était allée. La jeune femme lui a répondu qu'elle devait faire quelque chose, alors Robert a ajouté qu'il supposait que le petit garçon était déjà à l'école, ne pensant pas que sa copine avait assassiné son fils. Julissa lui avait tout de même fait mention ce matin-là de son arrestation de la police lorsqu'elle a été arrêtée en voiture, rappelez-vous au tout début de cette affaire, mais quand il lui a demandé de quoi elle parlait, elle n'a pas poursuivi, et lui n'a pas cherché non plus à en savoir plus en disant que ça n'a pas grand intérêt. Si vraiment c'était important, elle lui aurait parlé. Alors ensemble, ils sont sortis dehors pour prendre l'air, se sont arrêtés près d'un lac, jusqu'à ce que la police n'arrive finalement, et les arrête tous les deux. Et malgré cette arrestation, eh bien la jeune femme ne voulait toujours pas dire à Robert pourquoi les policiers étaient là. Julissa et lui ont tous les deux été placés en garde à vue, bien que Robert n'avait aucune idée de pourquoi, et il a finalement été libéré sans aucune inculpation. Toutefois, le procès a révélé qu'il était avec elle pour acheter le fusil de chasse le 17 mars, mais aussi qu'il était celui avec qui elle est allée au champ de tir pour apprendre à l'utiliser. L'homme a expliqué, durant le procès, que Julissa lui avait dit vouloir une arme pour se protéger. C'est son seul et unique but, elle l'a répété à de multiples reprises. Elle voulait juste se protéger s'il lui arrivait quelque chose à elle ou à son fils, qu'elle aimait tant. Il a déclaré que Julissa était une femme douce et qu'il était vraiment à 1000 lieues de s'imaginer qu'elle allait se servir de cette arme, non pas pour se défendre, mais pour assassiner son fils. L'accusé n'a pris aucune position dans sa propre défense, et la défense n'a pas non plus appelé de témoins de leur côté. Et au final, peu à peu, les preuves et les témoignages de tout un tas de personnes commencent à s'accumuler, et ça commence à faire beaucoup pour une seule personne. Un expert scientifique est également venu témoigner que le sang trouvé dans les cheveux de celle-ci pendant l'arrestation sur le bord de la route le 20 mai correspondait au sang de Ellie. L'accusation a fait valoir que les données du téléphone portable liées l'accusé à tous les sites impliqués dans le meurtre ont prouvé que Julissa avait tué Ellie pour l'argent de l'assurance vie en raison de la détérioration de sa santé mentale ou du stress de la bataille de garde avec Tori. Les délibérations du jury ont commencé le 8 février 2023, donc comme vous voyez, ce procès a été rapide, aussi rapide que le temps qu'il a fallu au jury de pouvoir donner leur verdict, puisqu'il ne leur a fallu que de 2 heures pour déclarer Julissa Angelica Genrich Thaler
reconnu coupable de meurtre au premier degré pour l'horrible mort par balle de son propre fils, Eli Hart. Dans un communiqué, la procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty, a déclaré que cette affaire est l'un des cas les plus horribles qu'elle a rencontrés en 30 ans de travail dans le système juridique pénal. Alors comme vous le savez, il y a tout le temps un procès pour déclarer la personne coupable ou non de tel ou tel crime, et après il y a un autre procès qui sert à savoir quelle peine nous allons donner à ces accusés, enfin à ces personnes reconnues coupables. Et donc le 16 février suivant, Julissa a dû écouter les déclarations de la partie des victimes lues par la belle-mère d'Eli et par sa tante avant que le juge Jay Quam ne prononce la peine. Nikita Kronberg a raconté à la cour comment Eli est devenu plus un fils pour elle qu'un neveu au moment où elle l'a accueilli, et comment il était un frère pour ses deux fils. Elle a poursuivi en racontant au tribunal comment la dévastation de son fils à cause de la perte d'Eli lui a donné envie de ne plus aller à l'école puisque son cousin ne serait plus là, et a également exprimé des sentiments de culpabilité pour avoir été incapable entre guillemets de sauver Eli de sa propre mère, et la juge lui a répondu qu'elle n'avait absolument pas, à aucun moment, le besoin de se blâmer, mais d'être plutôt reconnaissante d'avoir donné tant d'amour à cet enfant qui n'en avait pas à son domicile et qu'elle a fait tout ce qu'elle avait pu faire pour pouvoir l'aider. Après les déclarations des parties de la victime, Julissa a eu droit à quelques mots pour la salle d'audience qui a laissé tout le monde dans une indignation sans nom. La femme a seulement dit « Je suis innocente, allez tous vous faire foutre, vous êtes que des ordures ». La juge Quam a condamné la meurtrière à la réclusion en perpétuité obligatoire sans libération conditionnelle qui accompagne une condamnation pour meurtre au premier degré par défaut au Minnesota. Pour une femme si désespérée de garder le contrôle de la vie de son fils, de garder la garde de son enfant pour continuer à blesser son père, elle vivra ses jours dans une cellule aussi vide que sa vie. Une déclaration de la famille a remercié toutes les personnes impliquées dans la condamnation de Julissa Thaler. Au nom de la famille d'Eli, Tori Hart tient à remercier le jury, le tribunal, le bureau du procureur du comté de Hennepin et les partenaires de la justice pour leur bon travail. C'est un événement tragique et déchirant qui aurait pu être évité si Eli n'avait jamais été envoyée dans une maison aussi dangereuse. Selon le psychiatre Phillips Resnick, la maladie mentale peut jouer un rôle, mais en général, ces mères savent ce qu'elles font et ne peuvent pas prétendre à une psychose ou à des problèmes mentaux graves pour une défense judiciaire. Le Star Tribune a mis la main sur des dossiers médicaux qui ont révélé que Julissa Thaler a fait plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques entre ses 13 et 18 ans et a reçu un diagnostic de troubles de l'humeur, de dépression et de troubles de la personnalité limite. Ce qui a probablement contribué à cette situation, c'est la peur intense de l'abandon qui n'aurait fait qu'améliorer les facteurs psychologiques de cette femme. Les comportements impulsifs et à risque sont également associés aux troubles de la personnalité limite tels que l'abus de substances ou le sabotage des relations. De grands sauts d'humeur et une difficulté de régulation émotionnelle sont également des symptômes. Bien que ceci ait certainement joué un rôle dans les actions de Julissa, ça on ne peut le nier, il y a également d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il arrive un moment où, en tant qu'adulte, nous devons devenir responsables de nos actions et ne pouvons pas tout blâmer sur une maladie mentale ou sur les autres. Cette femme a détourné ses propres mauvaises décisions sur les autres et n'a pas assumé la responsabilité de ses propres échecs en tant que mère. Elle a refusé le traitement et la thérapie, même si cela signifiait qu'elle pourrait perdre la garde de son fils. Au lieu de ça, elle a choisi des comportements toxiques et enfin, la violence en assassinant ce dernier. Le rapport d'enquête de Kerry Leven, qui comprenne un examen intensif des dossiers judiciaires sur l'affaire Deli, a révélé qu'elle a commencé à boire et à consommer du cannabis à l'âge de 13 ans. À 16 ans, elle prenait des opiacés et à 20 ans, elle prenait également des sédatifs. À 21 ans, elle utilisait du LSD quotidiennement, toujours selon le rapport. Le mois de décembre de l'année 2015 a été la première fois que les services de l'enfance ont été informés de l'activité de Julissa Thaler. Elle était déjà soupçonnée d'avoir exposé son enfant à des drogues alors qu'elle était encore enceinte de lui. Quand l'enfant n'avait que 1 an et demi, les services de l'enfance ont de nouveau reçu un rapport concernant cette femme. Cette fois, elle était prétendument délirante et découragée, convaincue qu'un insecte essayait d'attaquer son fils. Parfois, la seule façon pour son enfant d'attirer l'attention de sa mère était de se cogner la tête sur la table. C'est horrible. En 2019,
Au milieu de ces allégations non vérifiées d'abus contre Tori, elle a affirmé qu'il avait installé une bombe sur sa voiture. La police a trouvé une bouteille d'eau pleine de clous au lieu d'une bombe, mais cela a quand même eu son incidence puisque Tori n'a pas été autorisée à la contacter, elle et son fils, ce qui a, comme elle le voulait, effectivement isolé Ellie de son père. Ses problèmes mentaux se sont poursuivis avec des dépressions en 2020, en 2021, au cours desquelles elle a laissé l'enfant nu parmi des œufs cassés, des ordures et même une salle de bain complètement inondée. Les dossiers indiquent que des œufs crus ont été enduits sur le sol, avec d'autres aliments en divers états de décomposition autour de toute la maison. Une clôture a été laissée démontée sur le sol de la cuisine, ce que les travailleurs ont considéré comme un danger pour la sécurité de Ellie. Et pourtant, c'est incroyable, mais ils ont laissé l'enfant chez sa mère. Le travailleur social n'a pas pu trouver d'autres vêtements qu'un ensemble de pyjamas pour l'enfant autre part dans la maison. Bref, c'était un carnage. 3 mois plus tard, lorsque Julissa a entendu les voix lui disant se suicider, les travailleurs ont trouvé Ellie avec des coupures, des cheveux emmêlés et pas d'appareil auditif, ce qu'il devait normalement avoir quotidiennement. C'est après cet événement qu'il a été placé en famille d'accueil avec Nikita Kronberg. Tori, bien qu'il n'ait pas été considéré comme un risque en tant que parent et qu'il ait fait tout ce que les tribunaux lui ont dit de faire, n'a jamais, pas une seule fois, été considéré comme une option de placement pour l'enfant à ce moment-là, alors que c'était son fils. Le rapport Kerry Levon indique qu'en avril 2021, Julissa a été surprise en train de voler des analgésiques et des aiguilles dans une clinique Apple Valley. Elle a été arrêtée pour cet incident, et pourtant encore une fois rien n'a été fait. Bess Denner a repris l'affaire d'Ellie en juillet 2021, et les comportements téméraires de Julissa se sont poursuivis. Sans surprise, elle a déménagé 4 fois en l'espace de 4 mois et a arrêté d'aller en thérapie au mois d'octobre. Elle a été expulsée du dépistage des drogues en novembre car elle était trop perturbatrice et avait des comportements complètement dangereux. Julissa était un danger pour elle, pour Ellie et finalement pour tous ceux qui étaient dans sa vie. Cette femme a carrément agressé une travailleuse sociale en enfonçant ses ongles dans la main de cette dernière et en lui jetant des ordures lors d'une visite avec l'enfant. Elle a souvent claqué des portes au visage de ces travailleurs qui venaient pour prendre et pour déposer Ellie et lors d'autres visites. Pendant que les travailleurs sociaux essayaient de s'occuper du petit, Julissa regardait en l'air tandis que l'enfant suppliait celle-ci de jouer avec lui. Ces comportements étaient au point même où la travailleuse sociale Bess Denner avait rédigé que cette femme était complètement folle. Pour Julissa, Ellie n'était pas le petit garçon jovial et aventureux qui apprenait à faire du vélo et qui voulait être un pompier. Pour elle, il était une arme dans une guerre contre l'homme qui, selon elle, lui prenait tout. Son enfant était devenu une arme contre son ex-conjoint. Et je me permets dès à présent de vous faire un petit copier-coller d'une étude qui a été retranscrite par un auteur dans l'une de mes sources pour que vous compreniez un petit peu mieux le comportement de cette mère. Glenn Carruthers, dans une étude de 2016, souligne que pour que les mères puissent utiliser leur enfant de cette manière comme une arme, elles doivent d'abord les déshumaniser. Il ajoute qu'il s'agit d'un déficit dans sa perception de la personne. Ces types de mères construisent leur identité et leur personnalité autour de leurs enfants de la même manière que les parents narcissiques utilisent leurs enfants comme une extension de leur personnalité. Cette déshumanisation de leur enfant permet à la mère de maintenir le contrôle et le pouvoir sur sa vie et sur celle de son conjoint. Et quand le partenaire s'en va, ça l'éviscère, son monde s'effondre, et lorsque son partenaire menace de prendre les enfants ou d'avoir un quelconque droit sur eux, elle perd tout contrôle qu'elle avait sur ce partenaire. Et certaines personnes feraient n'importe quoi pour le récupérer. Le départ du partenaire arrache un morceau de son identité, et ainsi son identité restante s'entremêle dans celle de son enfant. Qu'elle soit une bonne mère aux yeux des autres n'a pas d'importance, seulement le fait qu'elle ait la possession des enfants à tout prix. Tori de son côté allait de l'avant dans sa vie et prévoyait d'épouser une nouvelle femme, pourtant il a refusé de laisser Ellie derrière lui, ce qui pour elle était une erreur gravissime. Ça l'a complètement enragée. Glenn Carruthers théorise également que des mères comme celle-ci lient leur perception de la personne dans un groupe. Le groupe comprend ceux qui restent à ses côtés, qui leur sont fidèles, qui croient en ses histoires même lorsqu'elles ne sont pas vraies, et avec qui elle aligne son identité personnelle et son statut social. Il y a également le groupe extérieur, et ce sont ceux qui l'ont quitté ou qui, à ses yeux, lui ont fait du tort. En la quittant, Tori s'est effectivement mis dans le groupe extérieur de Julissa,
il est devenu facile pour elle de déshumaniser Tori en un ennemi qu'elle devait absolument détruire. Mais qu'en est-il alors de Ellie? Un enfant ne sait pas toujours comment être intentionnellement malveillant. Ils apprennent son comportement dans leur environnement, puisque de eux-mêmes, ils veulent généralement juste de l'amour, de l'affection et l'attention de leurs parents. Son père l'a accepté avec l'amour et l'éducation dont un enfant a besoin. Tori était un professeur, un père et un ami pour Ellie. Pourtant, en marchant dans les bras aimants de son père, Ellie s'est également involontairement installée dans le groupe extérieur de Julissa. Sa haine et son besoin de vengeance contre ceux qui lui ont fait du tort se sont fixés sur son fils. Non seulement Ellie l'a apparemment trahi en voulant être avec son père, mais Tori a continué à lui voler son enfant. Elle a profondément ressenti la douleur de la perte de la garde de 2021 et voulait infliger la même douleur à Tori. Si Julissa ne pouvait pas avoir Ellie, alors Tori ne l'aurait pas non plus. Personne ne l'aurait. Elle s'en est malheureusement assurée en assassinant son fils. Et personnellement, j'ai énormément aimé l'étude que cet homme a fait. Je vous encourage à aller la voir si ça vous intéresse. Et je trouve ça vraiment horrible qu'une mère puisse utiliser son enfant comme une arme pour embêter son ex-conjoint. Et ce que je trouve horrible, c'est que sans aller jusqu'au meurtre, j'ai déjà vu, j'en connais, on en a tous déjà connu, malheureusement. Et j'imagine que ce n'est pas demain que ça va s'arrêter. Des mères, enfin majoritairement des mères, puisque c'est souvent à elles dont revient la garde des enfants, mais malheureusement, oui, j'ai déjà vu énormément de fois des mères qui utilisaient leur enfant pour faire du mal à leur ex-conjoint, que ce soit en leur interdisant de voir le père ou en disant que des vacheries sur le père, que ce soit en oubliant à chaque fois de dire quelles étaient les dates des rendez-vous, bref, tout un tas de choses. Et pour les gosses, mais franchement, quels pauvres enfants que de subir ça de la part de leurs parents. Je trouve ça vraiment horrible. Alors franchement, d'une part, réfléchissez-y à 2 fois avant de faire un enfant avec n'importe qui. Et ensuite, n'oubliez pas que votre enfant n'a rien demandé. Si vous vous séparez ou si votre conjoint vous a fait des crasses ou quoi que ce soit qu'on conduit à la séparation, s'il vous plaît, ne faites pas en pâtir l'enfant qui, lui, n'a absolument rien demandé. Vos enfants n'ont pas à se retrouver entre vous et entre vos querelles. Ça ne les regarde pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette affaire, je la trouve vraiment horrible. Et j'espère en tout cas vous l'avoir fait découvrir. Et j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Et c'est donc tout pour l'affaire de Ellie Hart et Julissa Thaler. J'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous et qu'elle vous ait plu, même si malheureusement je ne trouve pas d'autres mots que ça vous plaise ou non. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un autre mot que je pourrais éventuellement dire. Puisque évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas, je ne dis pas que ça vous plaît d'entendre des affaires de meurtre, que ça vous plaît de savoir qu'une mère a abattu son enfant, loin de là, simplement que la vidéo vous ait plu et que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Je suis désolé si j'ai l'air totalement épuisé et lessivé lors de cet outro. Je vous avoue que ça fait 1h40 que je suis en train de filmer. J'ai mal à la tête à cause de cette casquette qui me serre le crâne, mais c'était pour pas que vous voyiez mon énorme front. Voilà, j'ai un grand front et j'aime pas ça. Et la caméra n'a plus de batterie, donc je vous laisse. Voilà, je vous laisse. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire, ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve tous les deux, enfin, on se retrouve ensemble dans une nouvelle vidéo dans 4 jours. À très vite, prenez soin de vous. Ciao.